Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manhwa, The Priest of Corruption. L'histoire commence avec un homme qui court dans un champ de neige d'un blanc glacé, se demandant ce que signifie réellement la vie. Mais soudainement, il est touché par une flèche qui traverse ses jambes, stoppant son élan et le renversant. Maintenant allongé sur la neige froide, il se rappelle que la vie est comme un œuf. Qu'est-ce que cela est censé signifier, demandez-vous? Cela veut dire qu'il n'y a pas de sens à tout ce que vous faites, comme il s'est battu jusqu'à épuisement. À la fin, il a été tué et ils ont pris le relique volé, comme dans le jeu. Maintenant décapité, un mot prend forme dans la tête du fugitif, criant au meurtre. Étonnamment, il parvient encore à répondre, s'adressant à la voix dans sa tête en l'appelant la mère de la corruption, et lui dit de ne pas se mettre en colère, car il devait mourir ici. Et la mère de la corruption qui communique avec lui par télépathie est la main séchée qui rampe vers son corps. Puis elle grimpe sur le corps du fugitif et attrape son col. Après cela, le corps sans tête se relève lentement du champ de neige et s'approche lentement de sa tête décapitée. La main est pourtant très en colère. Alors pendant qu'il rattache sa tête, il lui explique que si c'est la divinité dans le relique qui l'inquiète, elle n'a vraiment pas à s'en faire, car il l'a déjà récupérée et maintenant il n'y a plus aucune raison pour que les autres les poursuivent. Cependant, il a perdu de l'argent. Cette déclaration a beaucoup surpris la main, qui n'arrivait pas à croire que son suiveur était plus dérangé par la perte d'argent que par sa décapitation. Mais avant tout cela, il était un homme ordinaire qui menait une vie ordinaire, qui aimait jouer à des jeux et quand il a atteint la fin de la vingtaine, sa vie est devenue trop chargée et c'était fatigant de jouer à des jeux, mais c'était un passe-temps qu'il aimait vraiment. Alors il a fait un compromis avec la réalité et a décidé d'utiliser une triche pendant qu'il jouait au jeu, en manipulant le fichier de sauvegarde avec un éditeur. Il ne se souvient même pas du nom du jeu ou pourquoi il l'a acheté, mais il a continué à jouer. Bref, pendant qu'il utilisait l'éditeur, jusqu'au point où il a changé son métier pour celui du prêtre de la corruption, ce qui était la raison pour laquelle il avait acheté ce jeu en premier lieu. Et l'évaluation du jeu du prêtre de la corruption était très simple. Le niveau de difficulté prédéfini est terrible. Le niveau de difficulté en jeu est également terrible. Les performances sont également médiocres. Étonnamment, cette simple ligne d'évaluation a fait battre son cœur un peu plus vite, parce que cela signifie que la plupart des gens ne le choisissent pas, et il ne peut vraiment pas s'en empêcher, puisque son cœur bat la chamade chaque fois qu'il joue à ce jeu. Et vers le moment où tous les matériaux pour le changement de métier étaient prêts, il a mécaniquement appuyé sur Entrée tout en regardant la quête de changement de métier, et comme les matériaux disparaissaient un par un, la quête de changement de métier a progressé en un instant. Et au moment où il a appuyé sur le bouton oui de la dernière quête de changement de métier, il est tombé dans ce jeu, devenant un prêtre de la corruption. Et maintenant, il est avec une main qui crie sans arrêt comme une chanteuse de death metal, et cette main desséchée est en fait la déesse qu'il sert, la mère de la corruption. Mais en fait, c'est aussi un grand développement, car elle a pu livrer ses paroles seulement après avoir absorbé la divinité du premier saint relique. Jusqu'à ce qu'il prenne le premier relique, elle ne lui a pas dit un seul mot, et elle a simplement vacillé et a transmis ses intentions avec le meilleur usage possible de cette main flétrie. Bien sûr, il n'y avait pas de message important du tout. Tout a commencé il y a 5 ans, quand il s'est réveillé dans ce jeu. Tout ce qu'il avait, c'était un uniforme de l'église de la corruption et la main de la mère de la corruption qui était posée sur sa poitrine, et en raison de la grande présence qu'il pouvait sentir connectée à la main, il a pu facilement accepter qu'il était tombé dans ce jeu assez tôt. Aussi, selon la description du jeu, le prêtre de la corruption était un humain génétiquement amélioré modifié par des drogues. Par conséquent, il avait des capacités physiques améliorées, des sens aiguisés, et un corps qui ne pouvait être tué que par la divinité. Grâce à cela, il était toujours en vie même si sa tête avait été coupée par les rangers qui le poursuivaient plus tôt. Aussi, comparé aux 5 sens sensibles, la partie du cerveau où les émotions se déplacent semblait être un peu cassée, donc même s'il n'a jamais pu supporter la vue du sang auparavant, regarder une scène horrible comme celle-ci n'a aucun effet sur lui. Cependant, il y avait un inconvénient fatal en ce qu'il est devenu un corps qui ne pouvait plus rien ressentir ou même goûter, c'est pourquoi, même s'il veut manger du ventre de porc enveloppé dans du kimchi, il sait que ce serait impossible sans son sens du goût. Quelques instants plus tard, il est entré dans la ville nord de Gai et s'est dirigé directement vers la guilde des mercenaires de Gai afin d'obtenir son identité en se faisant passer pour un prêtre appartenant à un autre ordre sous le nom de Marnak. Après avoir obtenu son identité, il a demandé à la réceptionniste s'il y avait du travail qu'il pourrait entreprendre, à quoi elle a répondu qu'il pourrait avoir du travail pour un prêtre servant la déesse de la préservation comme lui, mais elle lui a demandé d'attendre un moment pendant qu'elle fouillait dans la pile de papier. En même temps, il souriait aussi respectueusement que possible, sans se soucier de toute conséquence qui pourrait lui arriver après s'être fait passer pour un membre de l'ordre de la préservation, car s'il était dans un autre ordre, au moment où il s'est fait passer pour un membre d'un autre ordre, son dieu serait devenu furieux et l'aurait marqué, une marque que seuls les membres de cet ordre peuvent voir, un sceau de punition.
Cependant, sa mère était bienveillante à l'égard des usurpations d'identité comme celle-ci, et l'ordre de la corruption était l'ennemi de tous, et lui, qui était détesté par tous, était le seul fidèle de la mère de la corruption. Finalement, la voix de la réceptionniste l'a sortie de ses pensées, lâchant un rire doux tout en souriant largement alors qu'elle a finalement trouvé un travail pour le prêtre Marnak. Alors il a pris le papier et a rapidement lu le texte. Heureusement, il était déjà capable de lire et d'écrire les lettres de ce monde au moment où il est tombé ici, donc il n'y avait pas besoin d'étudier séparément à cause des conditions confortables. Et en y regardant de plus près, ce travail nécessite de chasser des bandits ou des monstres, car récemment, le nombre d'agriculteurs qui ont disparu en se dirigeant vers Guise a lentement augmenté, et ceux qui trouvent la raison de ces disparitions et la vaincre recevront 30 nips d'argent par tête. Même s'ils ne battent rien, ils recevront un nip d'argent, et cette demande de travail vient du seigneur de Guise lui-même. Puis, il a souri aussi amicalement que possible à la réceptionniste et a parlé avec précaution, demandant s'il pouvait recevoir une partie de la récompense dès maintenant, ce qui a à la fois surpris et confondu la réceptionniste. Quand même, il a finalement pu obtenir une pièce d'argent d'avance, après avoir entendu de la réceptionniste que même le prêtre devrait payer la pénalité s'il est en retard pour son départ. Heureusement, ce n'était pas le cas, puisqu'il était maintenant avec d'autres mercenaires, mais il ne pouvait pas effacer le sourire sur son visage, se souvenant de combien la mignonne réceptionniste aime beaucoup parler. Il parle même d'elle avec sa déité. Comme on pouvait s'y attendre, elle suppose que son fidèle est tombé amoureux, ce qu'il nie immédiatement, et si elle continue à dire cela, il la prévient qu'il va vraiment se fâcher contre elle. De manière inattendue, l'un des mercenaires a appelé son nom, alors il s'est retourné et l'a affronté, s'attendant à des ennuis, mais à sa surprise, ce type était juste excité de lui parler. Voyant que Marnak venait d'ailleurs que de Guise, ce gars qui s'appelait Pierre voulait parler à Marnak d'où il venait, mais avant que Marnak puisse répondre, Pierre a juste continué à parler, alors Marnak n'a pu que soupirer. Alors qu'il rencontrait une autre pipelette, heureusement, avant qu'il ne puisse aborder un autre sujet, le capitaine Galad l'a appelé pour qu'il monte devant, alors il s'est incliné devant Marnak et a quitté son côté. Soudain, sa mère envisageait de nouveau de tuer tout le monde, à quoi il a refusé, parce que si tous meurent, cela deviendra un problème pour lui, et si elle n'a rien de plus à dire, elle devrait juste fermer sa gueule, parce que lui, son fils en ce moment, a désespérément besoin de 29 nips d'argent, et aimerait passer cet hiver au chaud, et avec une voix légèrement tombante, la mère de la corruption a été facilement convaincue et a reculé. Cependant, il ne pouvait pas rester fâché contre elle trop longtemps, alors il a juste soupiré, et s'est immédiatement excusé d'avoir été un peu trop agressif, donc il n'y a pas besoin qu'elle soit triste comme ça, à quoi la mère de la corruption a vite exprimé ses sentiments. Voyant qu'elle allait maintenant bien, il a demandé combien de doigts elle donnerait à tout le monde, lui montrant instantanément leur note individuelle, et le résultat était plutôt normal, donc il semblait qu'il n'y avait personne de spécial. Et ce que signifiaient les doigts tendus de la mère de la corruption était très simple, et c'est, si tu devais les tuer et les envoyer à la mère de la corruption, ils seraient capables de recevoir de la divinité en fonction du nombre de doigts qu'ils étaient notés, et s'il parvient à collecter 10,000 divinités, il peut gagner une autorité. Aussi, grâce à ce système d'acquisition de la divinité, il a pu absorber la divinité d'une relique sainte, et il a gagné une autorité, et cela signifie aussi qu'il ne reste plus que 12 reliques à aller. Cette relique était importante pour lui, puisque la mère de la corruption lui a dit que s'il parvenait à collecter la divinité de chaque relique, tous ses souhaits seraient exaucés, et rien que d'y penser, cela le rendait fou de joie, parce que, premièrement, il demanderait à retrouver son sens du goût. Soudain, la voix de Pierre l'a sorti de ses pensées, disant à Marnak que le capitaine a ordonné de ne pas trop le déranger, et maintenant il était embarrassé car il ne s'en était pas rendu compte lui-même. Voyant que Pierre était désolé, et il semblait qu'il n'avait pas l'intention d'être grossier, Marnak a répondu avec un sourire aimable, lui disant que c'était bon, et il ne devrait pas trop s'en faire. Cependant, dès qu'il rouvre les yeux, il voit que le capitaine est déjà mort, car plusieurs flèches étaient dirigées vers eux. Avec ça, Marnak n'a pas hésité à attraper Pierre par son col et à le jeter hors de portée. Mais à cause de ça, il n'a pas eu le temps d'esquiver, donc les flèches l'ont transpercé à la place, le renversant instantanément sur le sol, pendant que Pierre était sous le choc, voyant que Marnak est mort à cause de lui. Maintenant allongé à nouveau sur le sol froid, il voit que les bandits étaient responsables de cette attaque surprise, et soudain, sa mère interagit avec lui, lui conseillant de faire le mort et de collecter leur divinité quand il en a l'occasion, ce qu'il sait que ce serait la chose la plus facile pour lui à faire. Cependant, il n'a pas été élevé pour être une salope lâche, et en premier lieu, il fait les choses de la manière la plus difficile, donc dès qu'il a ramassé l'épée, il a immédiatement chargé vers l'archer, et l'a tué sur place, choquant les bandits, comme ils ont vu la tête de leur camarade séparée de son corps. Avec ça, le capitaine a dit à tout le monde de laisser le prêtre à lui, et tous viennent l'aider après qu'ils aient géré le reste des survivants.
Peu après, le capitaine se jette lui-même vers Marnak pour tenter une attaque surprise. Heureusement, Marnak a des sens aiguisés, donc il bloque facilement sa tentative, et voir ce visage laid de ce gars avec un sourire en gros plan ne l'excite même pas un peu, donc il a balancé son épée pour éloigner ce visage laid de son adversaire de lui. Maintenant qu'il est à quelques pieds de lui, il demande à sa mère de classer ce fils de pute, mais le capitaine pensait que Marnak lui parlait, donc il demande ce qu'il disait, pendant qu'il charge pour un autre coup, leurs épées s'entrechoquant plusieurs fois, et à chaque coup, des étincelles volaient. Pendant que Marnak restait silencieux, car il attendait toujours la réponse de sa mère. Puis, la main desséchée a étiré 2 doigts et demi, surprenant Marnak, car il ne s'attendait pas à ce qu'un simple bandit soit au même niveau que le rangé qui lui a tranché la gorge. Pourtant, il ne pouvait rien faire d'autre que sourire, face à l'inégalité de ce jeu, pendant que le bandit lançait une autre attaque. Cependant, le résultat fut inattendu, l'épée de Marnak, coupée en deux, vola dans les airs et tomba dans la neige pure et blanche. Maintenant que les tables ont tourné, le capitaine des bandits rit de sa situation, et lui dit que c'est pour ça qu'il avait attaqué sans relâche son épée, car il sait que l'épée de Marnak est faite de fer bon marché, tandis que son épée, d'autre part, a été forgée à partir de l'acier fondu givré. Avec ça, Marnak ne pouvait que rire en acceptant qu'il a perdu juste à cause d'une différence d'armes. Après ça, le bandit conclut qu'il n'y a rien de particulier à propos de ce prêtre, donc il décide de le laisser tranquille, puisqu'il prévoit que ce soit leur dernier boulot, et quitter la région de toute façon, donc il suggère qu'ils appellent ça des quittes et partent pendant qu'ils sourient tous les deux. Et pour être honnête avec lui-même, si ce prêtre s'enfuyait sans se retourner, le capitaine des bandits n'était pas sûr qu'il pourrait le rattraper. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que ce prêtre se contente de sourire narquoisement à sa proposition polie, et propose une autre offre à la place, lui disant d'arrêter d'être un bandit et de quitter cet endroit immédiatement, et s'ils le font, il ira doucement sur eux. Mais, comme on pouvait s'y attendre, le capitaine des bandits n'était pas friand de la suggestion du prêtre. Il pensait même qu'il plaisantait en ce moment, donc il lui a demandé s'il était sérieux, et pense-t-il vraiment qu'il dirait juste d'accord et partirait, voyant que sa suggestion a confus le bandit. Marnak essaie de clarifier ce qu'il voulait dire, mais avant qu'il puisse même finir ses phrases, une flèche frappe la tête de Marnak avec un tel coup propre, et le bandit rit comme un garçon espiègle en regardant ses subordonnés, et leur dit en plaisantant qu'ils sont en retard. Il pensait que le prêtre allait le tuer, ce qui les a fait sourire, et a dit à son capitaine d'arrêter d'être si dramatique, puisqu'il a vu fendre l'épée du prêtre en deux. Maintenant qu'ils ont fini de se chamailler, ils demandent s'ils ont tué tout le monde, ce à quoi ses subordonnés répondent qu'ils ont bien veillé à tuer jusqu'au dernier. Mais à leur surprise, une autre voix attire leur attention, leur demandant s'ils ont vraiment tué tout le monde, ce qui remplit le visage du capitaine des bandits et de ses hommes d'incrédulité, alors qu'ils voyaient le corps qui aurait dû mourir, se relever de là où il gisait. Voyant le choc pur se refléter sur leur visage, la curiosité de Marnak est à son comble, alors il pose une question au groupe, demandant si c'est leur première fois à voir une personne qui a survécu à un tir à la tête par une flèche, et avec une détermination résolue, Marnak saisit fermement la flèche en question et procède à la casser, utilisant cet acte comme un moyen d'affirmer sa domination, ce qui fut très efficace, car les visages des spectateurs devinrent encore plus engloutis de choc qu'avant. Néanmoins, malgré les tentatives précédentes de Marnak pour leur donner une opportunité de résolution, la situation avait escaladé à un point où un préjudice irréversible avait été infligé. En réponse à leur agression, Marnak a dégagé une aura glaciale qui a instantanément foutu la trouille au capitaine des bandits, et à ce moment-là, il est devenu indubitablement clair pour le capitaine que s'il choisissait de rester inactif et de laisser Marnak cuisiner, cela signifierait sans aucun doute leur perte. Alors sans hésitation, le capitaine des bandits a ordonné à ses hommes de tirer à mort sur ce prêtre, ce qui a été rapidement exécuté, avec les projectiles déchirant l'air, lacérant sans pitié la chair de Marnak et provoquant des arcs de sang cramoisis. Pourtant, Marnak ne bronche pas même un peu, alors qu'il continue à prier, appelant la mère de la corruption. Pendant ce temps, les bandits se retrouvent à court de flèches, leur cœur s'enfonce dans le désespoir alors qu'ils réalisent avec stupeur que Marnak était, en fait, un putain de monstre depuis le début. Reconnaissant le péril dans lequel ils se trouvaient, ils arrivent rapidement à la décision unanime de fuir cette entité terrifiante. Cependant, leurs espoirs d'une évasion réussie ont été rapidement anéantis lorsqu'ils ont découvert une barrière invisible et impénétrable obstruant leur chemin, les laissant pris au piège et dépourvus de tout moyen d'échapper à leur sort imminent. Et cela a été rendu possible grâce à une autorité sacrée accordée aux prêtres de la corruption, qu'ils doivent activer pour libérer leur formidable pouvoir, connu sous le nom de la ligne que les vivants ne peuvent pas franchir. Cette force mystique servait un double objectif, elle empêche les ennemis vivants de s'échapper et dissimule la divinité de la corruption, et c'est aussi pourquoi il aime beaucoup cette autorité. Simultanément, le capitaine des bandits a réalisé qu'il serait inutile de rester là à attendre que quelqu'un vienne les sauver. Alors il a rapidement commandé à ses hommes de dégainer leurs épées, les incitant à essayer de trancher cette barrière.
Mais avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot, une force inimaginable est descendue rapidement sur le capitaine des bandits, le broyant sans pitié en un instant. La soudaineté de cet événement a laissé ses camarades dans un état d'incrédulité totale, alors qu'ils ont vu que le responsable de cela était une entité qu'ils ne connaissaient pas, et il semblait qu'un être monstrueux avait matérialisé des profondeurs de leur cauchemar et était maintenant menaçant au-dessus d'eux, réduisant leur stature à celle d'insignifiantes fourmis. Au moment où l'entité monstrueuse a poussé un cri glaçant, les espoirs désespérés des bandits que tout cela ne soit qu'un simple cauchemar se sont brisés, et avec la barrière les empêchant de s'échapper, il ne leur restait que des larmes et des suppliques, espérant désespérément que quelqu'un vienne à leur secours. Dans un dernier effort, ils se sont même excusés auprès du prêtre et lui ont promis qu'ils abandonneraient pour toujours leur voie de bandits en échange du salut. Cependant, au lieu de miséricorde ou de réassurance, tout ce qu'ils ont rencontré, c'était un sourire glacial sur le visage du prêtre, et avec un sinistre hochement de tête d'approbation, le prêtre a permis au monstre de déchaîner sa colère sur eux, ne leur épargnant que leur tête de la torture imminente. Quelques instants plus tard, il a décidé de retourner enquêter sur le sort qui était tombé sur son équipe. Comme prévu, tout ce qu'il attendait, c'était des corps sans vie éparpillés sur la scène, et au milieu de cette découverte, la voix de sa mère lui parvenait, le pressant de recueillir l'essence de la divinité. Cependant, il a refusé, non pas parce qu'il était bon, mais parce que s'il recueillait la divinité de leur corps disparaîtrait, et s'il faisait ça, les membres de la guilde qui viendraient ici pour enquêter penseraient sûrement que quelque chose cloche. Soudain, un bruit d'agonie a percé l'air, captant immédiatement son attention. À sa grande surprise, c'était Pierre, luttant pour respirer et dans un état critique. Mais malgré la gravité de la situation, Marnac, en tant que prêtre, sait que ce ne serait pas impossible de sauver ce gars. Alors, il décide de conclure cette affaire et de faire de son mieux pour sauver Pierre, car il est sûr que cela sera bénéfique pour sa réputation. Pour cela, il emprunte de nouveau le pouvoir de sa mère, afin d'arrêter la progression des blessures de Pierre. Pendant ce temps, dans un endroit éloigné, une femme serrait contre elle la précieuse relique qu'ils avaient réussi à récupérer des mains d'un voleur. Elle a ensuite demandé quel avait été le sort de l'individu qui avait osé la voler. En réponse, l'homme a relaté que le voleur avait été décapité sur le champ. Malheureusement, en raison de ressources limitées, ils n'ont pas pu récupérer autre chose et ont dû rentrer avec seulement la relique. Alors que l'homme terminait son rapport, il a perçu une sensation de malaise émanant de la femme. Inquiet, il l'a interpellée, attendant patiemment sa réponse. Mais à sa grande surprise, la dame lui a brusquement ordonné de rentrer, et à partir de maintenant, elle pense entreprendre un pèlerinage, pris de court par sa décision soudaine. Il n'a pas pu s'empêcher de demander si c'était à cause de la prophétie, à quoi elle confirme, et aussi il y a quelqu'un qu'elle devait rencontrer, et elle était déterminée à ce point. Même si la prophétie leur a été révélée il y a 10 ans, ces mots résonnaient profondément en elle, car la prophétie servait de rappel constant que la fin imminente portera le masque de la vie, et viendra s'abattre sur le monde. Pendant ce temps, Marnac est finalement arrivé à la porte principale de Giza, et les gardes qui ont remarqué sa présence se sont précipités pour l'aider à s'occuper du corps qu'il portait. Après avoir soigneusement confié Pierre à eux, la charmante réceptionniste était aussi là pour l'accueillir, lui informant qu'il peut désormais repartir, puisqu'elle avait déjà reçu l'autorisation des gardes. En entrant dans la ville, la réceptionniste rousse a exprimé sa surprise, avouant que sur l'apparence de Marnac seulement, elle n'aurait jamais deviné qu'il possédait une telle force, ce qui a fait rougir Marnac en réponse à ses gentils mots. Alors qu'il ressentait une certaine validation, la réceptionniste a ensuite changé de sujet, abordant les têtes que Marnac tenait dans ses mains, notant qu'elles semblaient être à l'origine de leurs problèmes, donc plutôt que de les trimballer, elle pense que ce serait mieux si leur guilde s'en occupait pour le moment. Ce avec quoi Marnac était tout à fait d'accord, alors sans hésitation, il a volontiers remis les têtes qu'il tenait. Maintenant que c'était réglé, elle a demandé s'il avait un endroit pour dormir, parce que s'il n'avait pas d'endroit où rester, et si ça ne le dérangeait pas, il était plus que bienvenu à dormir chez elle, utilisant complètement ce riz interdit, capturant le cœur d'un prêtre, tandis que la mère de la corruption, d'autre part, n'était pas trop heureuse de voir une telle démonstration de gaudriole, puisqu'elle pensait assassiner cette fille sur le champ. Dans le chapitre précédent, un groupe de bandits a décidé de tendre une embuscade aux mercenaires insouciants. Malheureusement pour eux, Marnac était avec le mercenaire qu'ils venaient d'attaquer, alors ils ont été facilement éliminés de l'existence. Et par miracle, Pierre était toujours en vie. Donc après l'avoir pensé, Marnac le porte et retourne à Gay, où les gardes et la réceptionniste rousse les accueillent. Étonnamment, puisqu'il était prêtre, la réceptionniste lui a proposé de dormir chez elle, ce qui a fait rougir Marnac car il était captivé par la beauté de cette rousse. Mais d'un autre côté, la mère de la corruption était absolument furieuse, car elle pensait assassiner cette garce à elle seule. Passons à la suite. Le matin était arrivé, et Marnac s'est retrouvé allongé avec la mère de la corruption.
Alors il s'ouvre à elle, avouant qu'il était conscient de la situation tout le temps, ce qui était précisément pourquoi il avait accepté l'offre de la réceptionniste, et il a souligné qu'il n'avait pas d'arrière-pensée concernant la jeune dame aux beaux cheveux roux, apaisant la mère de la corruption avec ses mots rassurants. Mais au fond, Marnak savait que tout ce qu'il avait dit était des conneries. Et en réalité, il a merdé dès le départ avec cette bombe, parce que tout ce que la réceptionniste voulait dire, c'est qu'elle lui permettrait de dormir dans la chambre d'amis de la guilde des mercenaires. Mais malgré cela, il a maintenu la façade pour garder la mère de la corruption à l'aise. Inopinément, le fil des pensées de Marnak a été interrompu par un coup à la porte. Sans attendre sa réponse, la porte s'est ouverte pour révéler la réceptionniste rousse. Elle était entrée dans sa chambre non pas parce qu'elle allait laisser ce prêtre sur le carreau pour la deuxième fois, mais plutôt pour l'informer qu'il y avait une question urgente qui nécessitait son attention. Alors Marnak a vite enfilé ses pantoufles avant de s'approcher d'elle. Tandis que la mère de la corruption est vraiment en colère contre cette garce qui essaie de lui prendre son seul disciple, alors elle la rembarre à chaque occasion qu'elle peut obtenir. Et maintenant qu'il était plus près d'elle, Marnak a poliment demandé la raison de sa convocation, à laquelle la réceptionniste a expliqué qu'il semblait que le Seigneur lui-même voulait le rencontrer. Laissé Marnak perplexe car il ne se souvenait pas d'action de sa part qui aurait pu attirer l'attention du Seigneur, il demande à préciser. Alors elle a fait exactement ça, l'informant que le capitaine Galad du groupe de mercenaires qui est passé à trépas était en fait le demi-frère du Seigneur. Déterminé à résoudre le problème en main, Marnak s'est rapidement habillé et a pris la direction du grand manoir du Seigneur de Guise. Et, le majordome l'a escorté promptement, le menant à une rencontre avec l'estimé Seigneur Trédon Fillon lui-même. Cependant, dès que Marnak s'est retrouvé face à face avec le Seigneur, une soudaine réalisation l'a frappé comme un éclair, car il n'a pas pu s'empêcher de sourire devant l'absurdité de ces circonstances. Tout simplement parce que lorsque sa mère avait vu le Seigneur pour la première fois, elle l'avait discrètement marqué d'un X. Avec cette révélation intrigante en tête, Marnak n'a pas pu résister à demander au Seigneur ce que c'était de vivre une vie en se cachant en tant que démon. Marnak en était sûr, car il n'y a qu'une seule raison pour laquelle sa mère a dessiné un grand X sur le Seigneur dès qu'elle l'a vu, et c'est parce qu'il n'était pas un être vivant. Et parmi eux, il n'y a qu'un seul être qui peut prendre la forme d'un humain, et c'est un démon. Mais les démons dans ce monde sont un peu différents de ce qu'on entendait habituellement. Parce que bien que les démons soient plus forts que n'importe quel autre être, ils sont des êtres incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes, et pour devenir une partie du monde, ils n'ont pas d'autre choix que de conclure des accords avec les êtres de ce monde. C'est pourquoi les démons aiment tous les êtres vivants. Cependant, les dieux, d'autre part, haïssaient les démons qui donnaient autant qu'ils prenaient. Ainsi, les dieux ont finalement déclaré à leurs adeptes, et à tous les êtres vivants, qu'à partir de maintenant, ces êtres seraient appelés démons, et qu'ils sont maléfiques. C'est donc à ce moment-là que cela a commencé, la chasse aux démons par le prêtre. Et maintenant qu'il y pense, contracteur de démons était aussi une classe difficile, et les gens l'évitaient activement. Il s'en souvient parce que, le contracteur de démons était la deuxième classe qu'il a jouée. Et maintenant que Marnak a révélé au Seigneur qu'il connaissait sa véritable identité de démon, le Seigneur s'est assis incrédule, et l'étonnement a rempli son expression, réalisant comment le tournant inattendu des événements lui avait présenté une opportunité. Et grâce au défunt Galad, il a pu se trouver en présence d'un invité important, et voyant qu'il est capable de voir à travers son déguisement, il ne croyait plus que Marnak est vraiment un prêtre sous la déesse de la préservation. Alors sans aucune hésitation, il a informé Marnak qu'il pouvait l'appeler le rampant. Observant que le Seigneur percevait cela comme une opportunité plutôt qu'une menace, Marnak s'est présenté comme le prêtre servant la mère de la corruption, invitant le Seigneur à l'appeler Marnak, ce qui a beaucoup surpris le Seigneur, car il croyait que tous les serviteurs de l'ordre avaient péri. Ainsi, le fait qu'un fils vivant de la corruption se tienne devant lui l'a véritablement étonné. Et maintenant que les formalités avaient été conclues, la conversation a abordé des questions plus pressantes. Ils étaient les seuls présents. Le Seigneur a invité Marnak à prendre place, ce qu'il a accepté de bon cœur. Le Seigneur a ensuite choisi d'être honnête avec Marnak, révélant qu'il ne l'avait pas convoqué pour une raison particulière mais plutôt à cause de la mort prématurée du capitaine Galad. Alors, il a demandé à Marnak de raconter les circonstances exactes de la mort de Galad, promettant de le récompenser généreusement pour ses efforts à cet égard. Face à cela, Marnak n'a pas pu s'empêcher de sourire, alors il a volontiers accepté la demande. Quelques instants plus tard, Marnak se trouvait à l'extérieur du manoir, le visage assombri par une expression sombre, car les souvenirs de l'événement malheureux pesaient lourdement sur son esprit. Parce que cet hiver, après que Galad se soit plaint de ne pas avoir de travail, le Seigneur a essayé de lui donner du travail en sous-main, mais qui aurait cru qu'il mourrait en conséquence? Avec ça, il lui a été rappelé que cette chose appelée la vie est vraiment très difficile, et que ceux qui restaient derrière étaient ceux qui souffraient le plus, car ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter la douloureuse réalité que leurs proches ne pourraient plus jamais être vus. Pourtant, il n'a pas lâché le sac cette fois-ci, contrairement à ce qui est arrivé à cette nana.
Alors Marnak était satisfait du résultat de sa rencontre avec le Seigneur. Cependant, il a été taquiné par la mère de la corruption pour avoir été tenté par quelque chose de si simple. Alors il lui précise que le Seigneur ne l'a pas tenté avec de l'or, et que c'est juste son intention pure de connaître la vérité, et qu'il n'est pas un prêtre avide d'or. Alors elle est allée trop loin en supposant une telle chose. Cependant, elle connaît bien son adepte. Alors la mère de la corruption voulait juste qu'il l'admette, mais Marnak ne se laisserait pas prendre ainsi. Alors Marnak lui a juste dit quelques anecdotes sur l'or, et que ça ne pourrit pas. Cependant, cela n'a fait qu'énerver encore plus la mère de la corruption, car elle suppose que son adepte l'appelle indirectement vieille peste. Mais avant qu'elle ne puisse déchaîner sa colère sur son adepte, Marnak l'a rapidement interrompu, l'exhortant à l'écouter jusqu'à la fin. Maintenant que Marnak l'a convaincu, il se racle d'abord la gorge, se prépare et prend le chien en lui, et utilise ce riz de l'Alabama pour dire à la mère de la corruption que la nature résistante de l'or est juste comme son amour envers elle, durable et pure, la faisant trembler avec juste quelques mots. Comme si Marnak venait de la remplir d'excitation jusqu'à ras-bord. Voyant la réaction de la mère de la corruption, Marnak n'a pas hésité à être également ravi, lui assurant qu'elle sera toujours la plus importante pour lui. C'est pourquoi il n'y a pas besoin pour elle de s'inquiéter comme ça. Quelques instants plus tard, Marnak est revenu de la guilde des mercenaires, où il a été accueilli par le sourire chaleureux de la réceptionniste rousse. Cependant, la mère de la corruption n'aimait pas la voir, et elle a de nouveau envisagé de la tuer. Mais avant que toute action drastique ne soit prise, la réceptionniste a informé Marnak qu'il devrait saluer le prêtre de la secte de l'enseignement, à quoi il n'était pas très enclin à parler à ces fous de secte en ce moment. Mais puisqu'il se faisait passer pour un prêtre de préservation, il n'avait pas d'autre choix que d'afficher son meilleur sourire et de saluer ces connards. Cependant, dès qu'ils les ont vus, ses yeux se sont écarquillés de stupeur, car sa mère l'avait prévenu que l'un d'eux possédait une relique sacrée. Mais avant même qu'il puisse réagir à la situation, l'un des prêtres s'est approché de lui, interagissant avec lui assez gentiment, et s'est présenté comme Orvus. Aux côtés d'Orvus, il y avait un grand gars nommé Cornu, et une femme nommée Patina, et ils l'ont salué respectueusement. Alors Marnak a répondu en se présentant à eux aussi gentiment que possible. Lorsqu'ils ont terminé les présentations, la réceptionniste a informé Marnak que les prêtres de la secte de l'éducation séjournaient également au même endroit. Cette nouvelle l'a soulagé car cela signifiait que même s'il ne pouvait pas voler leurs reliques tout de suite, il aurait encore de nombreuses occasions de le faire, et le seul problème est que lorsqu'il absorbe la divinité des reliques, une certaine divinité de la corruption est vouée à se répandre. Pourtant, ses yeux se sont remplis d'excitation à l'idée de voler à nouveau, mais son fil de pensée a été interrompu par le départ des prêtres, s'excusant d'aller saluer brièvement le Seigneur et promettant de continuer leur conversation la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Maintenant que l'autre prêtre était parti, la réceptionniste a expliqué à Marnak pourquoi les prêtres séjournent habituellement à la guilde, et c'est parce qu'ils fournissent un abri aux prêtres comme lui pour un petit prix. Cela a surpris Marnak, alors il a demandé en plaisantant si elle voulait lui faire payer son séjour de la nuit précédente, ce à quoi la réceptionniste l'a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, et a demandé en plaisantant s'il croyait vraiment qu'elle lui avait permis de rester parce qu'elle s'intéressait à lui. Faisant rougir Marnak et de la sueur coulant sur son visage alors qu'il niait nerveusement avoir de telles pensées. Voyant la réaction de Marnak, la réceptionniste savait parfaitement ce qu'elle lui faisait, alors elle n'a pas laissé passer l'opportunité et a pris cela comme une chance de taquiner une fois de plus ce prêtre, lui avouant qu'elle avait effectivement quelques intentions personnelles en l'aidant, ce qui a fait encore plus rougir Marnak. Voyant sa réaction, elle s'est approchée de lui et a murmuré la vraie raison à son oreille, mais il s'est avéré qu'elle ne voulait que lui faire lancer une bénédiction de préservation sur la nourriture de la guilde, pour la préserver de la détérioration. Cette révélation a choqué à la fois Marnak et sa mère, les laissant sans voix pendant un moment. Avec une prise de conscience soudaine des véritables intentions de la réceptionniste, Marnak l'a instinctivement repoussée et lui a demandé pourquoi elle avait murmuré une telle demande insignifiante à son oreille. Pendant ce temps, la mère de la corruption devenait de plus en plus en colère, ayant l'impression que cette fille ne voulait qu'exploiter son fidèle pour son profit personnel, mais malgré la confusion et la frustration, la réceptionniste rousse continuait de sourire, voyant à quel point ce prêtre était innocent, puis a encore laissé échapper un signal mixte, le laissant encore plus perplexe, pendant que la mère de la corruption continuait à maudire la réceptionniste chaque seconde pour ses actions manipulatrices. Inopinément, une voix familière a attiré leur attention, et ils se sont tournés pour voir le prêtre Cornu debout là, commentant à quel point il semblait que Marnak et la réceptionniste s'entendaient bien. Confus, Marnak a demandé pourquoi Cornu n'était pas allé avec son collègue. Cornu a expliqué qu'en raison de sa race, de nombreux seigneurs du Nord avaient des vues négatives, alors il a montré son respect et a quitté l'endroit pour éviter de causer des problèmes. Cependant, la réceptionniste avait une opinion différente sur la question. Elle leur a dit que le seigneur Trédon ne se préoccupait pas de tels préjugés. Bien qu'il puisse sembler froid envers les gens, il est dévoué à son travail et maintient une nette distinction entre le travail et la vie personnelle.
De plus, un nombre significatif de personnes au sein de Gaius le soutiennent. Donc, elle a suggéré à Cornu de s'abstenir de parler négativement du Seigneur, à quoi il a reconnu son conseil et a exprimé sa curiosité sur l'identité du Seigneur Trédon, l'incitant à demander plus d'informations à la réceptionniste, qu'elle a volontiers fournies. Après avoir écouté l'histoire et les éloges du Seigneur Trédon de la part de la réceptionniste, Marnac était intrigué et a demandé à Cornu pourquoi ils avaient décidé de rendre visite au Seigneur. Faisant confiance à ceux-ci, Cornu a laissé échapper un sourire et a expliqué qu'il suivait actuellement des prophéties qu'ils avaient reçues 10 ans plus tôt. Cette révélation a surpris Marnac, et avant qu'il puisse réagir, Cornu a continué à élaborer la raison pour laquelle il suivait la prophétie. Selon le prêtre Orvus, la prophétie suggérait que la fin du monde se cacherait dans l'enveloppe de la vie, qu'ils ont interprétée comme pouvant indiquer un démon. Cette révélation a choqué Marnac, l'incitant à demander s'il était là pour enquêter pour savoir si le Seigneur Trédon était un démon, ce que Cornu nie, mais le Seigneur Orvus essaie simplement de vérifier par lui-même, puisqu'il a la capacité de vérifier si quelqu'un est un démon ou non, en utilisant sa relique sacrée, et tout comme Cornu vient de le dire, lorsque ses compagnons ont rencontré le Seigneur Trédon, la relique sacrée a brillé, suggérant qu'il pourrait être un démon. Cependant, le Seigneur Trédon a instantanément su ce qui allait se passer, alors sans avertissement, il a immédiatement montré sa forme démoniaque et s'est transformé à l'intérieur du bâtiment, provoquant une énorme explosion qui pouvait être entendue même à l'intérieur de la guilde des mercenaires, alertant tous ceux qui l'ont entendu. Réalisant la gravité de la situation, ils sont passés à l'action rapidement. Pendant ce temps, le marteau du prêtre Orvus crépitait d'une aura semblable à l'éclair alors qu'il chantait les balances de la rétribution sur la tête du monstre répugnant, causant une destruction massive dans toute la ville, et il a créé une croix de lumière qui était visible même depuis la guilde des mercenaires, reconnaissant cela comme le marteau de punition du prêtre Orvus. Cornu a conclu qu'ils combattaient effectivement un démon et qu'ils avaient besoin d'aide. Cependant, Marnac avait d'autres problèmes urgents à régler avant de rejoindre le combat, alors il a demandé à Cornu de continuer sans lui, puis il s'est rapidement dirigé ailleurs, se dirigeant tout droit vers la réceptionniste, Erin, l'appelant par son nom. Il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle lui demandait ce qui se passait, mais comme il n'avait pas le temps d'expliquer, Marnac a décidé d'agir à la place, a pris Erin dans ses bras et lui a demandé où se trouvait le centre médical où Pierre était soigné, mais avant qu'elle puisse même répondre. Marnac a senti un danger imminent, alors il a immédiatement sauté hors du bâtiment et a couru se mettre à l'abri. Comme prévu, le démon a fait irruption dans le bâtiment et se trouvait maintenant au centre de la ville, ce qui inquiétait Erin. Cependant, Marnac s'en foutait royalement, alors il lui a demandé d'oublier ça et de lui dire juste où est Pierre. Voyant à quel point Marnac avait l'air désespéré, Erin a indiqué l'emplacement, et Marnac n'a pas perdu de temps pour s'y précipiter. Heureusement, Pierre dormait toujours paisiblement, ressemblant à un enfant innocent. Cette vue a fait sourire Marnac car il savait qu'il ne pouvait pas laisser Pierre mourir dans une catastrophe comme celle-ci, surtout après avoir à peine réussi à le sauver une fois avant. Ensuite, Marnac a sans effort soulevé Pierre sur son épaule et a demandé à Erin de s'accrocher fermement car il ne pouvait plus les porter avec ses deux mains, ce qu'Erin n'a pas perdu de temps à s'accrocher au prêtre en cachant son visage rougi. Mais Marnac n'était pas d'humeur à être un loser, alors il est juste allé droit au but et a sauté hors de là. Voyant à quel point Marnac était sérieux, Erin voulait aider, alors elle a révélé un passage secret précieux, dirigeant Marnac vers une maison avec un itinéraire caché qui menait à la périphérie de Jais, mais la porte du passage secret était verrouillée. Cependant, Marnac n'était pas du genre à être freiné par une chose aussi simple, alors il l'a ouverte d'un coup de pied avec une force brute, laissant Erin émerveillée par sa puissance, et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment réalisé que Marnac était un sauvage, avec la force pour le soutenir. Maintenant qu'ils étaient arrivés à l'endroit le plus sûr, Marnac a doucement posé Pierre et Erin. Puis il s'est tourné vers Erin et a partagé son plan, lui disant que si la situation empirait, ils devraient s'échapper par le passage secret pour garantir leur propre sécurité. Erin a été surprise par ces mots et a demandé des nouvelles de sa propre santé. En réponse, Marnac a simplement déclaré qu'il devait retourner, la surprenant par sa détermination. Mais avant qu'elle puisse le convaincre du contraire, Marnac a rapidement sprinté en direction de la bataille en cours sans même regarder en arrière. Quelques instants plus tard, Marnac a remarqué un corps allongé sur le sol, et après un examen plus attentif, il l'a reconnu comme étant le prêtre Cornu. Instantanément, il s'est précipité à son secours et a examiné ses blessures, réalisant que les plaies étaient trop graves pour être traitées. Marnac savait que s'il laissait Cornu dans cet état, ce serait probablement ses derniers moments. Préoccupé, Marnac a demandé où se trouvait l'autre prêtre qui était venu avec lui, mais à son grand désarroi, Cornu a révélé la triste vérité qu'elle avait déjà perdu la vie, choquant Marnac. Cependant, il savait qu'il n'avait pas le temps d'y penser, et il devait se concentrer sur la tâche à accomplir. Alors il a demandé d'urgence s'il y avait un moyen de vaincre le démon, à quoi Cornu lui a dit que oui,
et qu'ils avaient apporté une autre relique avec eux, et c'était l'épée blanche, que le prêtre Orvus a réussi à planter dans la tête du démon. Et s'il prend cette épée et parvient à la planter dans son cerveau, le démon devrait mourir. Malheureusement, la vie de Cornu a pris fin, laissant Marnak seul. Néanmoins, il comprenait l'importance de sa mission, alors Marnak a fait appel à la puissance de sa mère, Corruption, pour absorber la divinité du corps sans vie de Cornu, gagnant 100 points de divinité au passage. Pendant ce temps, le prêtre Orvus maintenait sa détermination à vaincre le démon. Avec un coup rapide sur l'épée blanche en utilisant son échelle de rétribution, il a infligé des dommages significatifs au démon. Cependant, la blessure n'était pas assez profonde pour le mettre entièrement à terre, et le démon continuait de tenir bon. Pendant que Marnak profitait de cette occasion pour se rapprocher le plus possible de sa cible et sécuriser l'épée blanche, à sa surprise, le démon a soudainement bougé avec agilité, le prenant au dépourvu alors qu'il effectuait un roulement de la mort, le jetant violemment au sol. Même la mère de la corruption a été choquée par l'impact. Heureusement, l'immortalité de Marnak l'a épargné d'une mort immédiate. Néanmoins, elle l'a grondé, lui rappelant d'être extrêmement prudent car les bénédictions suivent souvent un désastre. Mais malgré le revers, la chance semblait favoriser Marnak cette fois-ci, car il a remarqué une relique qui gisait à côté de lui. Alors il l'a rapidement ramassée, et avec un sourire sur son visage, il l'a offerte à la mère de la corruption, cherchant une nouvelle autorité pour l'aider dans la bataille. Dans le chapitre précédent, Marnak a rencontré le prêtre de la secte de l'enseignement, ce qui a surpris Marnak puisque l'un d'eux avait une relique sacrée. Avec ça, il s'est fixé comme objectif de retirer cette relique de leurs mains. De manière inattendue, dès qu'ils sont allés rencontrer le Seigneur, leur relique brille immédiatement, indiquant que le Seigneur est un démon. Alors sans hésitation, une bataille massive a commencé contre le prêtre. Cependant, le démon était trop fort pour eux, donc 2 des 3 prêtres de la secte de l'enseignement sont déjà morts, et même Marnak n'a pas pu rattraper. Heureusement pour lui, une des reliques est tombée à côté de lui. Alors sans hésitation, il l'a prise et l'a offerte à la mère de la corruption afin d'obtenir une nouvelle autorité pour l'aider dans la bataille. Passons maintenant à la suite. La mère de la corruption n'a pas hésité à accepter l'offrande, et il semblait que chaque relique sacrée avait suffisamment de divinité pour une autorité. Donc une fois que la mère de la corruption a absorbé la divinité de la relique sacrée, les propres points de divinité de Marnak ont augmenté pour atteindre près de 12 000. Mais avant qu'il puisse l'utiliser pour débloquer une autorité, il n'a pas pu s'empêcher de sourire, puisqu'un autre sceau a été levé, mais comme il n'a pas la moindre idée de ce que c'est, il a demandé à sa mère si elle pouvait gentiment lui dire quelle différence cela fait, ce qu'elle a fait volontiers, s'éloignant de lui alors qu'elle explique qu'elle est maintenant capable de le soutenir depuis un endroit aussi éloigné. Ce qui a ravi Marnak, mais il ne pense pas qu'elle devrait être si joyeuse puisque défaire le sceau d'une relique sacrée est un exploit plutôt minuscule, mettant immédiatement sa mère en colère. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Marnak l'a rapidement rassurée en disant qu'il plaisantait seulement, et il a ensuite exprimé sa joie et son appréciation sincère pour sa croissance, dissipant sa colère, et puisqu'ils ne sont pas exactement dans la meilleure situation, il lui dit qu'il arrêtera de se moquer d'elle pour le moment, la laissant revenir de sa poche. Maintenant que cela a été réglé, il invoque le pouvoir de sa mère et lui offre 10 000 divinités, lui demandant de lui fournir une nouvelle autorité. Instantanément, une aura l'enveloppe, et un texte complexe commence à entourer sa forme. Avec ça, il réalise qu'il a acquis le texte de la corruption, une autorité aux effets simples mais puissants. Lorsqu'il est activé, des tatouages métaphysiques de couleur vert foncé se manifestent partout sur son corps, renforçant ses capacités physiques. Cette révélation réjouit Marnak, se rendant compte que cette autorité pourrait s'avérer assez utile dans leur situation actuelle. De plus, il remarque que sa jambe précédemment écrasée est enfin guérie aussi. Cependant, avant qu'il ne puisse affronter le démon, son attention est détournée par une silhouette. Comme il tourne la tête pour y voir plus clair, son visage se remplit de choc, réalisant que c'était le prêtre Orvis, assis droit. Mais malheureusement, son corps est maintenant dépourvu d'âme. Avec ça, Marnak réalise qu'ils sont tombés en même temps, mais il sait qu'il est incapable de changer le résultat. Alors avec un cœur lourd, il ne peut que souhaiter silencieusement qu'Orvis trouve la paix dans l'au-delà. Néanmoins, Marnak sait qu'il a encore des tâches à accomplir, alors il appelle sa mère, cherchant à rassembler la divinité restante du corps sans vie devant lui. Alors que le démon continuait son carnage destructeur à travers la ville, Marnak ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Cette observation a laissé sa mère perplexe. Alors Marnak a expliqué ses soupçons, trouvant étrange que ce responsable de provoquer la colère du démon était les prêtres de la secte de l'enseignement. Mais malgré le fait que tous les prêtres soient morts maintenant, les démons faisaient toujours des ravages, ce qui lui semblait hautement inhabituel. Après tout, les démons n'étaient pas de simples bêtes guidées par l'instinct. Ils possédaient une intelligence et des motifs allant au-delà de la simple agression. Et alors qu'il absorbait entièrement la divinité, une soudaine réalisation a fait son apparition chez Marnak.
Reliant tous les points et éclairant la situation particulière, il est devenu évident pour lui qu'il y avait plus à cette frénésie du démon que ce qui semble à l'œil nu. Avec cette nouvelle connaissance, il n'a pas perdu de temps à activer le texte de la corruption récemment acquis et à demander à sa mère de bien s'accrocher dans sa poche, car les choses pourraient être un peu secouées pendant un moment. Avec une nouvelle détermination, Marnak a sprinté vers le démon déchaîné avec toute sa force, chaque pas faisant s'effondrer le sol sous ses pieds, un témoignage de la puissance immense qu'il canalisait. Cependant, le démon a remarqué son approche, il a donc tenté de l'arrêter. Mais le texte de corruption de Marnak lui a conféré une agilité immense, lui permettant d'éviter sans effort chaque coup. Avec ça, il était plus proche que jamais de l'épée blanche. Il pouvait presque sentir sa puissance à portée de main, mais le démon n'allait pas bêtement le laisser s'approcher de lui, il a donc commencé à pencher son corps, se préparant à un autre roulis mortel. Cependant, Marnak avait anticipé ce mouvement et a délibérément démonté la bête, évitant avec agilité son attaque car il savait qu'une telle tactique ne fonctionnerait pas deux fois sur lui. Pourtant, l'impact du roulis mortel du démon était colossal, dévastant les bâtiments à proximité avec son onde de choc. Même Marnak, malheureusement, a commencé à cracher du sang car les effets secondaires de l'utilisation du texte de corruption ont évolué plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, car lorsqu'il a utilisé le texte de corruption, son corps a commencé à pourrir de l'intérieur, et si le démon continuait à retarder, cela pourrait le consumer entièrement, le laissant incapacité, sans temps à perdre. Alors que le démon se remettait de sa manœuvre dévastatrice, Marnak a saisi cette opportunité, a bondi en avant et a saisi l'épée blanche, se rappelant les paroles du prêtre cornu sur le fait de la planter dans le cerveau du démon. Il a considéré ses options, mais un plan différent s'est formé dans son esprit, optant pour un mouvement audacieux, retirant l'épée de la tête du démon et lui ordonnant d'éveiller le seigneur Traydon, la conscience piégée à l'intérieur. Instantanément, la mana a afflué dans la blessure, et la forme de la bête s'est désintégrée en une impressionnante démonstration de lumière rayonnante, enveloppant toute la ville de son éclat. Les spectateurs étaient ébahis par le spectacle magnifique. Après que la lumière se fut estompée, seul le corps humain du seigneur Traydon restait, allongé sur le sol avec un seul membre intact, mais maintenant sa conscience était revenue. Alors, Marnak l'a accueilli avec un sourire chaleureux, lui demandant s'il était maintenant réveillé, ce qui a également fait sourire Traydon, car il a réalisé que le rencontrer était la plus grande bénédiction qu'il aurait pu espérer. En réponse, Marnak a modestement déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'éloge, car les événements s'étaient déroulés parce que l'épée blanche avait été en train de supprimer l'esprit de Seigneur Traydon, sans l'influence de l'épée. Seigneur Traydon, aussi capable qu'il était, n'aurait pas eu besoin de l'aide de Marnak. Puis Marnak a tendu la main et a demandé si son aide de 2 pièces d'or était suffisante, ce qui a fait sourire Traydon une fois de plus, car il a accepté sa main tendue et a répondu que c'était définitivement plus que valable. Pendant ce temps, la prêtresse aux cheveux bleus était occupée par sa propre tâche à l'extérieur du champ, invoquant du feu bleu, alors que les flammes touchaient la neige blanche froide. Elle fondait instantanément, révélant le sol en dessous, et l'homme qui avait précédemment attaqué et apparemment tué Marnak se tenait là, totalement émerveillé alors qu'il assistait à l'extraordinaire pouvoir de la prêtresse aux cheveux bleus. L'autorité qu'elle démontrait était vraiment incroyable, capable de faire fondre volontairement les choses que le lanceur voulait tout en évitant les choses qu'elle n'a pas l'intention de faire. Cependant, à sa surprise, il n'y avait pas de corps à voir, et il était certain qu'il avait blessé mortellement le garçon ici, lui tranchant la gorge sans pitié. Avec ça, il est maintenant confus et intrigué. Cependant, il a considéré qu'une quantité considérable de temps devait avoir passé depuis leur rencontre, il était donc possible que des monstres ou des bêtes sauvages aient déjà charogné et pris le corps de Marnak, ne laissant aucune trace derrière. La prêtresse aux cheveux bleus a acquiescé en accord avec l'évaluation de l'homme, reconnaissant que c'était en effet une possibilité. Cependant, elle ne pouvait pas éliminer un pressentiment qui lui disait que ce n'était peut-être pas la vraie explication. Reconnaissante pour son aide pour atteindre cet endroit, elle a remercié l'homme sincèrement, mais avant de se séparer, elle avait une dernière demande. Elle lui a demandé s'il pouvait gentiment partager les noms des villes environnantes. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la bataille dévastatrice, et les rues étaient encore jonchées des restes des bâtiments détruits. Malgré les conséquences, Marnak a fait preuve d'une résilience remarquable alors qu'il continuait à se déplacer à pied, et il s'est retrouvé escorté par le même majordome qui servait le seigneur Traydon, le conduisant à une pièce. Lorsque Marnak est entré, il a reçu un accueil chaleureux et enthousiaste de la part de seigneur Traydon lui-même, qui semblait avoir attendu son arrivée avec impatience. Marnak a même été complimenté par seigneur Traydon, qui lui a demandé avec espièglerie pourquoi il semblait devenir plus beau à chaque fois qu'ils se rencontraient, mais Marnak n'est pas habitué à de tels compliments, alors il a simplement répondu avec un sourire gentil mais maladroit et a remercié seigneur Traydon pour ses aimables paroles. En réponse, seigneur Traydon a souligné son profonde appréciation pour le rôle de Marnak en tant que leur estimé pourfendeur de démons, à quoi Marnak a répondu en plaisantant qu'il n'avait pas besoin d'être appelé ainsi, étant donné que le démon était encore vivant et respirait, faisant rire Traydon de sa plaisanterie.
Mais avant que tout cela ne se produise, quelques jours après que tout a été pris en charge, Traydon a annoncé à la ville que c'est Marnak qui a vaincu le grand démon qui est apparu, et que Marnak l'a aussi sauvé. En conséquence, même si cela ne convient pas à Marnak, on lui a donné le surnom grandiloquent de pourfendeur de démons, et peut-être parce qu'Erin a une affection particulière pour le surnom, elle refuse d'arrêter de l'appeler pourfendeur de démons en public, attirant l'attention de tous autour de lui. Comme ça, les yeux des gens étaient sur lui, alors qu'ils le louaient pour sa puissance. Même le moment où il a vaincu 7 bandits tout seul s'est répandu. Avec ça, Marnak était submergé par l'attention, alors il a décidé de se cacher de la foule et est allé directement voir le seigneur Traydon lui-même, ce qui a conduit au moment présent, où Marnak et seigneur Traydon se sont retrouvés seuls, assis l'un en face de l'autre. Ensuite, Marnak n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point le bras et la jambe prothétique en bois de seigneur Traydon bougeaient sans à-coups, ce qui lui semblait étrange. Alors Traydon a clarifié qu'il ne fait ça que lorsqu'il est avec Marnak, alors qu'il boite devant les autres personnes. Mais pour atteindre un mouvement si naturel, Traydon a révélé qu'il paye un prix élevé en retour. Cette révélation a inquiété Marnak car il pensait à des choses terrifiantes que seigneur Traydon aurait pu entreprendre, alors il a prudemment demandé la nature de ce prix. Et en voyant l'expression inquiète de Marnak, Traydon a souri malicieusement, seulement pour dire à Marnak que tôt ou tard, les poils sur son corps perdront leur force et commenceront à tomber comme des feuilles au milieu de l'automne, et il a taquiné en plaisantant que si Marnak devait le rencontrer dans quelques mois. Il est sûr que Marnak serait confronté à sa tête chauve. Et bien que cette image ne soit que l'imagination de Marnak, il a été submergé par cette pensée, et alors il n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes. Voyant à quel point Marnak était dévasté, Traydon a décidé qu'il pourrait en parler plus tard, et a passé à un autre sujet. Alors il a demandé à Marnak s'il avait quelques semaines de libre, à quoi Marnak a répondu qu'il avait plus qu'assez de temps, ce qui a ravi le seigneur énormément. Alors il a immédiatement informé Marnak qu'il avait reçu une demande de travail spéciale, et que le client avait spécifiquement demandé lui. Cela a déconcerté Marnak, donc seigneur Traydon a clarifié que ça semblait qu'il pensait qu'il serait parfait pour le travail après avoir entendu les histoires de son titre de pourfendeur de démons, et le travail impliquait de s'occuper des reliques sacrées d'un ancien empire, et la récompense serait un impressionnant 5 nips d'or. Cette nouvelle l'a surpris, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, seigneur Traydon a ajouté que la récompense serait payée d'avance. En outre, s'ils jugeaient qu'il avait été d'une grande aide dans leurs efforts pour explorer les ruines, ils ont dit qu'ils lui donneraient l'une des reliques découvertes. Cette nouvelle l'a ravi, mais comme sa mère le lui avait dit, il vaudrait mieux qu'il aille voir par lui-même. Néanmoins, il était toujours un casse-cou, alors il a accepté le travail avec le sourire, ce qui a surpris la mère de la corruption, car elle ne s'attendait pas à ce que son suiveur soit aussi naïf. Cela représentait une occasion en or pour Marnak, car il savait que dans un passé lointain, un ancien empire avait émergé, mettant fin à l'ère des mages en détresse et unifiant tout le continent. À l'âge actuel, alors que la technologie évoluait et était redécouverte, les reliques sacrées de cet empire sont devenues des trésors très recherchés, chacun possédant des pouvoirs formidables. Étonnamment, bon nombre des objets considérés comme de haut rang dans ce monde étaient en fait des reliques de l'ancien empire. Ainsi, lorsque le jour de la demande de travail est finalement arrivé, Marnak a rencontré avec enthousiasme son employeur, se présentant avec courtoisie, et à sa surprise, celui qui l'a demandé pour ce travail s'appelle Carmen Valtus. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Carmen est sorti pour clarifier les choses, et lui a dit que ce qu'il suppose est correct, et qu'Anthony Valtus des Loups Noirs est son père. Mais au cas où vous pourriez mal comprendre, il n'est qu'un enfant illégitime à lui, ce qui a encore plus choqué Marnak, car il a entendu dire qu'Anthony Valtus est un homme de principe des Loups Noirs. Alors il ne s'attendait pas à ce qu'il ait un enfant illégitime, et il pensait qu'il serait seul après avoir perdu sa femme. Donc, il semble que les rumeurs et la réalité d'une personne sont différentes. Cependant, creuser plus profondément sur ce sujet ne serait pas du tout approprié. Alors Marnak s'est juste tu à ce sujet, et a redirigé la conversation, demandant à Carmen s'il pouvait présenter les personnes derrière lui à la place, ce à quoi Carmen a volontiers obéi, présentant la mage portant la robe qui couvre sa tête, qui s'appelle Tunisa, et c'est elle qui les guidera vers les reliques anciennes. Et l'autre individu était un grand gars nommé Succus, membre de la tribu Unihorn, comme en témoigne son apparence. Succus était en effet un homme grand et robuste, sur lequel Carmen déclare fièrement qu'il pouvait compter, et comme Carmen l'avait mentionné, Succus a démontré ses bonnes manières et son respect en s'adressant à Marnak avec son titre de tueur de démons. Marnak, se sentant un peu gêné par ce surnom, a suggéré que Succus l'appelle par son nom à la place, mais Succus n'était pas d'accord, croyant fermement que les accomplissements qu'il avait réalisés n'avaient rien de honteux. Maintenant qu'ils s'étaient présentés les uns aux autres, Carmen a suggéré qu'ils partent maintenant, et cela devrait leur prendre environ 2 jours à pied pour atteindre le site, et ils pourraient continuer la conversation en chemin. 2 jours plus tard, et maintenant le groupe de Marnak avait établi un camp pour se reposer, et il semblait que cela faisait un moment qu'il l'avait installé, alors Carmen, en tant que leader du groupe,
a remarqué que Marnak semblait être éveillé et lui a demandé s'il ne dormait pas. À la surprise de Carmen, Marnak a répondu qu'il avait déjà assez dormi et ne se sentait pas fatigué, supposant que la jeunesse de Marnak en était la raison. Carmen n'a pas insisté davantage, et comme il restait encore beaucoup de temps avant le lever du soleil, Carmen a demandé s'il avait des histoires intéressantes à raconter, supposant qu'un homme comme lui avait probablement rencontré de nombreuses femmes dans sa vie. Cependant, la réponse de Marnak a pris Carmen au dépourvu, car il a avoué à Carmen qu'il est un vierge qui n'a pas connu le toucher, comme la neige fraîche qui a recouvert un champ. Cette révélation a surpris Carmen, mais il a continué la conversation, demandant à Marnak s'il avait des préférences en ce qui concerne les femmes. En même temps, la mère de la corruption s'est intéressée à leur conversation, car elle était maintenant curieuse d'entendre la réponse de Marnak. À sa grande surprise, Marnak a révélé qu'il aimait les femmes qui préféraient rester à ses côtés, et Carmen était d'accord avec Marnak, croyant qu'il n'y avait rien de plus réconfortant que de voir sa dame dormir paisiblement à ses côtés. Et personnellement, il croit que le cœur d'une femme est le plus important, ce que la mère de la corruption a également reconnu en levant le pouce. Cependant, alors que Carmen continue de parler, il révèle que la raison pour laquelle il aime une femme avec un cœur est parce qu'il est plus proche de sa poitrine. Donc, pour qu'un cœur de femme soit accueillant, sa poitrine doit aussi être grande pour pouvoir le soutenir. Et avec un sourire sur son visage, et parce qu'il parle d'homme à homme, il montre joyeusement son vrai moi à Marnak, lui disant qu'il aime vraiment les femmes avec de gros seins, surprenant complètement la mère de la corruption, tandis que Marnak est tout à fait d'accord avec son affirmation. Croyant qu'il n'est pas mal d'avoir une vision claire de ce qu'il veut, et il est sûr que cela sera d'une grande aide pendant son voyage. Cependant, si vous deviez donner un conseil à Carmen, il suggère qu'il ne parle pas de cela devant les femmes, ce à quoi il répond qu'il n'a pas l'intention de le faire, et qu'il ne dit cela que parce qu'il est avec lui, et que chaque fois qu'il a une conversation avec lui, il a l'impression de parler à un vieil ami, ce que Marnak ressent aussi, et donc la nuit était plus chaude que jamais, alors qu'il riait en compagnie de l'autre. Tandis que la mère de la corruption n'était certainement pas en faveur de leur amitié soudaine, puisqu'elle ne comprend pas la conversation des hommes quand ils sont seuls entre eux. Le lendemain, elle rappelle à Marnak qu'il doit être sélectif avec ses amis, croyant que Carmen est une mauvaise influence pour Marnak, mais Marnak aime parler avec Carmen, donc il a juste ignoré la tentative de la mère de la corruption de le convaincre du contraire. Peu après, Tunisia leur dit qu'ils ont atteint leur destination, et qu'elle va maintenant ouvrir l'entrée des ruines. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une grande partie d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous. Last.